L'illustrateur John Howe a passé plus de 10 ans en Nouvelle-Zélande. Il a conçu les décors des films de Peter Jackson relatifs au roman Bilbo le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Après cet immense travail, John a décidé de partager avec nous sa passion pour Tolkien, l'auteur de ses livres. À Oxford, où Tolkien a étudié et enseigné toute sa vie, le médiéviste Leo Carothers nous a raconté l'amoureux des langues et des légendes anciennes qu'était l'écrivain. John a alors décidé de partir en Europe à la découverte des mythes qui ont inspiré son univers et d'élucider au passage les mystères qui entourent le petit peuple des Hobbits. Dans un lieu unique et hors du temps, chargé de souvenirs et d'histoires, John Howe va rencontrer Leo Carothers qui va l'aider dans sa recherche. Donc après un long périple qui m'a ramené jusqu'aux Antipodes, j'ai eu envie de revenir près des sources de Tolkien, en me disant qu'un monde si vaste et si élaboré et extraordinaire, avec tant de personnages et de peuples, et notamment de ces petits peuples très mystérieux qu'on nomme des hobbits, je me suis dit, c'est certainement ici en Europe qu'on trouvera beaucoup plus de pistes. En effet, il y a beaucoup de pistes, et beaucoup de sources, et beaucoup de légendes, et beaucoup de mythes. Tolkien s'est beaucoup inspiré des mythes nordiques, des légendes de l'Europe du Nord, germaniques, celtiques aussi. Il n'y a pas qu'une seule source pour le Hobbit, ni pour le Seigneur des Anneaux. D'accord, donc multiples sources, multiples voyages. Donc par où il faut commencer alors? Il était une fois l'enchanteur Merlin, le plus célèbre magicien du monde. Et c'est l'histoire de sa naissance que je vais vous raconter maintenant. Tout commence au plus profond des enfers. Le diable vient de se réveiller et il s'aperçoit qu'il n'y a plus personne. Tous les humains ont disparu. Le diable alors, pour trouver une solution pour que les humains reviennent au plus profond des enfers, décide d'organiser le grand conseil des démons. Et le lendemain matin, on voit arriver et s'asseoir autour de la table tous ceux qu'on appelle les suppôts de Satan. Et le diable leur pose la question suivante. Est-ce que vous avez une solution pour que les humains retrouvent le chemin de la damnation éternelle? Autour de la table, il y a un petit démon qui lève la main. Il fait « Moi, monsieur Satan, j'ai une idée. Quel est notre problème? C'est que Dieu ait envoyé son Fils sur terre, que ce Fils soit descendu jusqu'au plus profond des enfers. Eh bien, vous, Seigneur Satan, prince des ténèbres, dès demain, montez sur la terre. Envoyez votre Fils sur terre. Et lui, il saura nous ramener les hommes. » Le lendemain matin, le diable est monté sur la terre. Il a jeté son dévolu sur deux jeunes filles, deux sœurs jumelles qui croient très fort en Dieu. Et tout doucement, il a commencé à les approcher, à les courtiser, à les suivre dans la rue. Tant et si bien que les deux jeunes filles ont pris peur. Elles sont allées voir leur moine, Blaise, le père Blaise. Et le père Blaise sent bien qu'autour des deux filles se trame un complot diabolique.
Alors il leur dit, attention les filles, tous les soirs, avant d'aller vous coucher, fermez la porte de votre chambre à double tour et surtout, allumez une petite chandelle devant la fenêtre et ceci empêchera les ténèbres d'avancer et la lumière repoussera les ténèbres. Et c'est ce que les deux filles vont faire. Pendant des jours et des jours, des semaines et des semaines, des mois et des mois. Sauf qu'un soir, le diable va les posséder. Il va faire qu'elles vont se disputer, toutes les deux. La première va rentrer en pleurant dans sa chambre, elle va claquer la porte, elle va s'écrouler sur son lit, mais elle va quand même penser à allumer une chandelle devant la fenêtre. La deuxième va rentrer en pleurant dans sa chambre, elle va fermer la porte à double tour, mais elle va oublier la chandelle. C'est ce soir-là, précisément, que le diable a pénétré dans la maison. Il s'est approché de la première porte, il a posé la main sur la poignée, il est entré dans la pièce, la fille dormait là sur son lit, il s'est approché d'elle, mais il a tourné la tête, il a vu la lumière allumée devant la fenêtre, la lumière lui a brûlé les yeux, il a fermé la porte et il s'est approché de la deuxième chambre. Fermée. Alors il a appelé un de ses petits démons, Enkibedes Incubus, démon de l'air et des frontières, démon passeur de portes. Le démon s'est transformé en un nuage de soufre noir. Et la fumée à grande volute prend la direction du trou de la serrure. Elle emplit la pièce de l'autre côté. Et là, eh bien là, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Tout ce que je peux vous dire, moi, c'est le lendemain matin, quand la jeune fille s'est réveillée. Elle était toute décoiffée, elle criait, elle hurlait à qui voulait l'entendre. J'ai fait un terrible cauchemar cette nuit. Je suis enceinte de ce cauchemar. C'est pas possible, ça, d'être enceinte d'un cauchemar. C'est pas possible. Et pourtant, toute la journée, la pauvre femme a vu son ventre s'arrondir, s'arrondir, s'arrondir. Et le soir même, elle a donné naissance à un monstre abominable. Tout poilu des pieds jusqu'à la tête, avec des griffes au bout des doigts, avec des sabots au bout des pieds. Et dès que le monstre est sorti du ventre de sa mère, le père Blaise est entré dans la pièce. Il a attrapé le fils du diable par la peau du cou et il l'a rendu à sa mère. Alors elle a regardé cet enfant et elle s'est mise à pleurer. Quand la première larme a touché son front, il s'est transformé. Tous ses poils sont tombés d'un coup. Ses sabots ont disparu, sa queue fourchue s'en est allée. Et c'est depuis ce jour-là que le fils du diable, celui qui devait venir sur terre pour faire le mal absolu, que ce monstre s'est transformé en un charmant petit enfant que désormais tout le monde connaît à travers le monde entier comme le plus grand magicien, l'enchanteur Merlin. Merlin, c'est le fils du diable, il a tous les pouvoirs du diable. Il sait ce qui est, ce qui fut, ce qui sera. Mais tous ces pouvoirs-là, Merlin va décider de les utiliser pour les mettre au service du bien. Tolkien connaissait bien Merlin, un personnage essentiel de l'imaginaire médiéval. Pourtant, ses origines sont encore plus anciennes. Elles proviennent de la mythologie païenne celtique. Dans le cycle arthurien, le magicien vit dans la forêt de Brocéliande, qui abrite aujourd'hui le château de Compère, au bord d'un lac paisible. Mais sous des dehors tranquilles, ses eaux cachent la plus belle légende de Merlin, son histoire d'amour avec la fée Viviane. C'est beau, hein? Qu'est-ce que c'est beau. Ouais, c'est magnifique. Tu veux que je te raconte l'histoire de ce lac? Bah viens si tu veux. Tout commence ici, dans le château que tu vois là-bas. Il y a une fée qui est née là. Et la première nuit de sa naissance, 3 fées marraines sont venues se pencher sur son berceau. La première lui a offert la beauté. La deuxième lui a offert l'intelligence. Et la troisième lui a offert l'amour. L'amour le plus extraordinaire de tous les temps. Mais en échange de tout ça, parce qu'on n'a rien sans rien en ce bas monde, Jamais rien sans. en échange de tout ça, elle resterait prisonnière toute sa vie de la forêt de Brocéliande. Et voilà comment va grandir la fée Viviane dans cette forêt.
Pendant ce temps-là, lui, Merlin, un jour, il passera par la forêt. Il rencontrera cette fée. La fée tombera amoureuse de lui, il tombera amoureux de la fée. Et il reviendra la voir au moins une fois par an, à Brocéliande. Il reviendra la voir au moins une fois par an. Et Viviane voudra connaître toute la magie de Merlin. Elle n'aura de cesse d'apprendre des sortilèges, des enchantements. Et Merlin va lui donner. Et voilà comment Merlin est arrivé en forêt de Brocéliande. Un jour, Viviane a demandé à l'enchanteur Merlin de lui faire construire un endroit rien qu'à elle. Elle en avait marre d'être dans son vieux château de pierre rouge là-bas avec son père. Merlin a travaillé toute la nuit en enchantement, en sortilège. Et au petit matin, au premier chant du premier oiseau, quand Viviane a ouvert les volets de sa chambre, elle a vu un autre château qui était juste en bas. Mais celui-là, tout entier, construit dans le cristal le plus pur. Elle était ravie, elle a embrassé Merlin, elle l'a remercié. Elle est allée habiter dans ce château et puis Merlin est reparti conseiller les rois du monde, faire ce qu'il avait à faire à travers le vaste monde. Et l'année d'après, il est revenu. Et quand il est revenu, Viviane était nettement moins contente cette fois-ci. Elle est allée voir Merlin, elle lui a dit « Écoute Merlin, c'est certes très beau, un palais de cristal, mais c'est transparent et tout le monde peut voir ce que je peux y faire à l'intérieur. Alors, est-ce que tu ne pourrais pas faire quelque chose pour essayer de le cacher aux yeux des humains ?» Merlin a réfléchi encore une fois. Il a passé toute la nuit en enchantement, en sortilège. Et le lendemain matin, Viviane a ouvert les volets de sa chambre. Et au pied du château de Pierre Rouge, elle a aperçu ce qu'on peut toujours voir aujourd'hui, un lac. Et voilà comment Merlin a caché aux yeux des humains le palais de cristal qu'il a construit pour Viviane. Et voilà comment Viviane, à partir de ce jour-là, va gagner un très joli surnom. On va l'appeler la Dame du Lac. Il y a des gens du monde entier qui viennent ici. Les amours de Viviane et de Merlin à Brocéliande sont célèbres depuis le Moyen-Âge. Le lieu de leur rencontre existe toujours, la légendaire fontaine de Barenton. Nous y voilà, John. Au centre de la forêt, à la source des histoires, à la source des légendes, la fontaine de Barenton. Cette fontaine qui fait des bulles alors que son eau est froide comme le marbre. C'est ici que Merlin et Viviane se sont rencontrés, selon la légende. C'est une fontaine qu'on trouve déjà dans les premiers écrits du Moyen-Âge, du XIIe siècle. Où on dit que dans la forêt de Bréchéliand, dont les Bretons vont souvent fablant, c'est-à-dire que les Bretons n'arrêtaient pas de raconter des histoires déjà autour de cette petite fontaine, eh bien on disait déjà qu'on pouvait voir des fées autour de cette fontaine. Et tout par-delà. Et cette fontaine, symboliquement, est presque devenue comme une allégorie de la source, mais en termes de source d'inspiration. Tu peux regarder ce que tu fais, John ? Bien sûr. Ça me rappelle étrangement quelqu'un. Ah oui, tu penses à qui? Gandalf, Merlin. Ouais, je sais pas encore. Je te dirai quand j'aurai terminé, je crois. Je sais vraiment pas encore. Magicien mystérieux, Gandalf est l'un des personnages principaux des romans de Tolkien. En quoi peut-on le comparer à Merlin? Alors Merlin ou Gandalf? Je me pose souvent la question. J'avoue qu'ils ont autant de points communs que de différences, finalement. Puis, on ne peut pas réduire l'un à l'autre, ni l'inverse. Je passe beaucoup plus de temps à réfléchir sur l'origine de l'image des deux. Oui. Quand on parle, tout le monde a une image, mais d'où elle vient, de quelle époque, comment ça s'est lentement concrétisé. On la trouve déjà dans les enluminures du Moyen-Âge, cette image de Merlin. Il y a quand même une image, il y a quand même des images. Avec la barbe blanche, les cheveux et la longue cape aussi. D'accord. Sauf qu'au Moyen-Âge, ça n'est qu'une des apparences de Merlin. D'accord. Elle ne domine pas encore. C'est Gustave Doré, au XIXe siècle. 19e, ouais. C'est Walt Disney ensuite qui va l'imposer. Puis il y a aussi cette référence au dieu Odin, qui lui, est, dans la mythologie scandinave, est caractérisé qui a le grand chapeau, la cape, le bâton. Ça. Et Gandalf, lui, prend cette référence-là, je pense, aussi. Gandalf n'est pas complètement Merlin,
dans le rôle qu'ils ont tous les deux, chacun de leur côté, dans Le Seigneur des Anneaux, Bilbo, et puis dans la légende du roi Arthur et des Chevaliers de la Table Ronde et la légende du Graal, ils sont assez semblables, parce que ce sont eux qui tirent les ficelles d'une certaine manière. Et puis, on sait qu'ils œuvrent pour le bien, chacun de leur côté, mais il y a toute une dimension qui nous échappe. Ouais. Ils sont un peu malicieux, d'un certain côté aussi, et puis ils s'absentent. On ne sait pas toujours où ils sont. Alors tu vois, on parle comme ça des liens entre Merlin et Gandalf. Alors c'est sûr qu'ils sont évidents, hein, nombreux. Gandalf, c'est quand même signé Tolkien. C'est peut-être le dernier avatar des personnages que j'ai cités, mais son originalité réside bien dans la liberté qu'a eu ce créateur extraordinaire qu'est Tolkien, qui a fourni cette œuvre quand même magistrale, qui est au XXe siècle la grande œuvre épique quand même le grand roman d'aventure. Ah, c'est clair, c'est clair. Mais dis-moi, il y a un truc, il y a pas beaucoup de hobbits chez Merlin. On n'a pas tout raconté, on va voir, écoute. D'accord. Allez, on va se mettre au chaud. Alors, où est-ce que tu étais? Bah, on se fait pleuvoir dessus. Ah, Bienvenue en Bretagne. C'était très beau. en Bretagne. J'ai cru un moment qu'on avait bien cerné ce fameux Gandalf par le personnage de Merlin, mais finalement, c'était bien plus complexe que ça. Ah, ça ne m'étonne pas. C'est toujours un peu complexe chez Tolkien. C'est toujours moins simple que ça n'en a l'air. C'était très, très Et complexe. tous les deux, Merlin et Gandalf, ils ont des missions. Ils sont envoyés pour faire quelque chose dans le monde. On trouve dans ces deux personnages quelque chose de l'archétype du mage, Oui, du sage, de l'homme qui dépasse la moyenne des mortels. D'ailleurs, ils ont une apparence humaine, mais je crois que ni l'un ni l'autre ne sont vraiment humains. L'un est le fils du diable et l'autre est un ange. Parce que c'est le sens de Gandalf. C'est un ange incarné qui vient aider les peuples libres à défendre leur liberté contre le Seigneur des Anneaux, en fait, contre ce grand malin. Pour Tolkien, c'est la chose essentielle, c'est le libre arbitre, parce que ça fait partie du salut, donc ça fait partie de sa vision du monde. donc la force de Tolkien, c'est finalement de prendre ces archétypes et de rajouter quelque chose de personnel et de moderne. Ça, c'est bien Tolkien, parce que il fonde ses personnages sur plusieurs sources à la fois. Ce n'est jamais que la reconstitution d'une seule source médiévale ou d'un seul personnage, parce qu'il le refait à sa façon, et il prend les éléments qui l'intéressent. On pourrait presque dire que Gandalf est un Merlin des temps modernes. C'est tout à fait ça. Et finalement, nos amis les hobbits dans tout cela, est-ce que tu les as trouvés là-bas? Ben non, justement. Et je crois qu'il faut que j'y retourne. Il y a encore une bonne partie de la légende qu'on n'a pas racontée. J'ai énormément de plaisir à me promener en forêt. Déjà, on se promène à pied, on se promène avec les yeux. Et puis finalement, la promenade va jusqu'au toucher. C'est là où on a ce contact avec quelque chose de solide qui nous dépasse, c'est rugueux, ça attrape la lumière comme ça attrape le geste. Je crois qu'on touche quelque chose qu'on ne devrait jamais oublier. C'est qu'on fait quand même partie de tout ça. L'ignorer, c'est nous couper de quelque chose de merveilleux. Tolkien, qui avait ressenti, et par la littérature et par l'expérience personnelle, ces liens très forts avec la nature, regrettait
fortement l'avancée du béton, l'extension des villes, le rasage des forêts. Et ces regrets se sont exprimés par une envie de pouvoir défendre la forêt. Merlin ou Gandalf, ils sont des êtres justement de cet espace-là, l'endroit sans limite dans lequel on ne pénètre qu'au péril de se perdre. On se perd déjà physiquement, mais on se perd aussi dans le domaine des fantasmes et des peurs. John, je vais te raconter maintenant l'histoire de la première prophétie de l'Enchanteur Merlin. C'est le premier texte écrit qu'on ait retrouvé et qui parle de Merlin. Début du 9e siècle. Il était une fois sur les terres de Bretagne un très méchant roi qui vivait là. Il s'appelait le roi Vortigern. C'était un roi breton, mais un traître, parce qu'il s'était allié aux Angles et aux Saxons, aux barbares qui déferlaient sur les côtes de l'île de Bretagne à cette époque-là, qui violaient les femmes et maltraitaient les enfants. Il n'avait pas vraiment confiance dans ses nouveaux alliés. Ce roi Vortigern a décidé de se faire construire une grande tour pour se protéger. Il a choisi la plus belle colline qui était au centre de la Bretagne. Et puis, il a commencé à faire construire cette tour. Toute une semaine, jour et nuit. Mais à la fin de la première semaine, quand le soleil allait se coucher derrière la colline, on a entendu un étrange grondement dans les entrailles de la terre. La colline s'est mise à trembler et toutes les pierres de la tour se sont écroulées. On a remis les ouvriers au travail, mais la deuxième semaine, la tour s'est écroulée encore une fois. Et la troisième semaine, encore une fois. Le roi est allé voir ses sorciers, et les sorciers lui ont dit que s'il voulait que la tour tienne debout, eh bien, il fallait qu'il mélange au mortier de la tour du sang. Le sang d'un enfant de 7 ans, né sans père. Alors, le roi a envoyé ses cavaliers à travers tout le royaume, et ceux qui partaient vers l'ouest sont arrivés dans un petit village. Et au milieu de la place principale du village, il y avait là un enfant qui les attendait, les bras croisés. Et quand les cavaliers sont arrivés à sa portée, il leur a dit « C'est moi que vous cherchez, je m'appelle Merlin, j'ai 7 ans, je n'ai pas de père. Emmenez-moi avec vous. » Il est arrivé devant le roi Vortigern, et Merlin a dit « Eh bien, écoute, méchant roi Vortigern, moi je vais te dire pourquoi ta tour s'écroule. Cette tour, elle s'écroule parce qu'elle est construite sur une colline. Et que cette colline n'est pas n'importe quelle colline, c'est la colline sacrée de Bretagne, parce que sous cette colline, il y a un lac, et que dans ce lac, il y a là 2 dragons qui dorment. Et toutes les pierres que vous faites reposer sur la colline, ça pèse sur le dos des 2 dragons et ça les dérange dans leur sommeil. Et au petit matin, on a percé la colline. L'enfant avait dit vrai, il y avait un lac sous cette colline. Sauf qu'on fait aussi passer un rayon de soleil sous la colline et on fait se réveiller les 2 dragons pour de bon. Ils ont étiré leurs ailes, ils ont fait exploser la colline, ils sont montés au ciel tous les 2. Ils se sont battus pendant 3 jours et 3 nuits. Il y aura tellement de sang, tellement de fumée dans le ciel qu'on verra même plus la lumière du soleil. Au bout des 3 jours et des 3 nuits, le dragon rouge a tué le dragon blanc. Les cendres s'estompent et Merlin apparaît devant le méchant roi Vortigern. Il lui dit, tu vois, j'avais raison. Mais ça n'est pas tout. Le dragon blanc qui est la mort à tes pieds, c'est toi. Et le dragon rouge que tu as vu repartir et disparaître à l'horizon, c'est un homme qui va venir très bientôt sur les terres de Bretagne, un homme qui s'appelle Uther Pendragon. Et comme le dragon rouge a tué le dragon blanc, eh bien, Uther va venir, il va te tuer. Comme l'avait prédit Merlin, c'était d'ailleurs sa première prophétie. Uther Pendragon est arrivé, il a tué le roi Vortigern et il a pris sa place. Et pour remercier l'enfant de 7 ans, né sans père, qui avait prédit son arrivée, il l'a nommé grand conseiller des rois de Bretagne. Il va l'être pour Uther Pendragon, il le sera surtout pour son fils, le célèbre roi Arthur. Et ça, John, ça c'est une autre histoire. Jusqu'à présent, comme les hobbits sont des êtres très discrets qui savent se rendre invisibles, on n'a pas vraiment trouvé de traces. Par contre, on a fait
une rencontre bien intéressante avec Merlin, l'enchanteur, qui est conseiller des rois, notamment d'Uther Pendragon, roi de Bretagne, qui sera le père du fameux. C'est quoi un hobbit? Je ne sais pas exactement encore, mais je crois pas vraiment. C'est peut-être plus proche du roi Arthur. Il faudrait peut-être que j'aille voir un peu de plus près. Dans ce cas-là, il faudrait partir vers son lieu de naissance, en l'île de Bretagne, et plus précisément en Cornouailles. D'après la tradition, le futur roi Arthur est né à Tintagel. Tintagel. Alors c'est parti. L'illustrateur John Howe a passé plus de 10 ans en Nouvelle-Zélande. Il a conçu les décors des films de Peter Jackson relatifs au roman Bilbo le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Après cet immense travail, John a décidé de partager avec nous sa passion pour Tolkien, l'auteur de ces livres. À Oxford, où Tolkien a étudié et enseigné toute sa vie, le médiéviste Leo Carothers nous a raconté l'amoureux des langues et des légendes anciennes qu'était l'écrivain. John a alors décidé de partir en Europe à la découverte des mythes qui ont inspiré son univers et d'élucider au passage les mystères qui entourent le petit peuple des Hobbits.
Dans un lieu unique et hors du temps, chargé de souvenirs et d'histoires, John Howe va rencontrer Leo Carothers qui va l'aider dans sa recherche. Donc après un long périple qui m'a ramené jusqu'aux antipodes, j'ai eu envie. Notre chambre à double tour et surtout, allumer une petite chandelle devant la fenêtre et ceci empêchera les ténèbres d'avancer et la lumière repoussera les ténèbres. Et c'est ce que les deux filles vont faire. Pendant des jours et des jours, des semaines et des semaines, des mois et des mois. Sauf qu'un soir, le diable va les posséder. Il va faire qu'elles vont se disputer toutes les deux. La première va rentrer en pleurant dans sa chambre, elle va claquer la porte, elle va s'écrouler sur son lit, mais elle va quand même penser à allumer une chandelle devant la fenêtre. La deuxième va rentrer en pleurant dans sa chambre, elle va fermer la porte à double tour, mais elle va oublier la chandelle. C'est ce soir-là, précisément, que le diable a pénétré dans la maison. Il s'est approché de la première porte, il a posé la main sur la poignée. Il est entré dans la pièce, la fille dormait là sur son lit, il s'est approché d'elle, mais il a tourné la tête, il a vu la lumière allumée devant la fenêtre, la lumière lui a brûlé les yeux, il a fermé la porte et il s'est approché de la deuxième chambre. Fermée. Alors il a appelé un de ses petits démons, Enkibedes Incubus, démon de l'air et des frontières, démon passeur de portes. Le démon s'est transformé en un nuage de soufre noir. Et la fumée à grande volute prend la direction du trou de la serrure. Elle emplit la pièce de l'autre côté. Et là, eh bien là, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Tout ce que je peux vous dire, moi, c'est le lendemain matin quand la jeune fille s'est réveillée. Elle était toute décoiffée, elle criait, elle hurlait à qui voulait l'entendre. J'ai fait un terrible cauchemar cette nuit. Je suis enceinte de ce cauchemar. C'est pas possible, ça, d'être enceinte d'un cauchemar. C'est pas possible. Et pourtant, toute la journée, la pauvre femme a vu son ventre s'arrondir, s'arrondir, s'arrondir. Et le soir même, elle a donné naissance à un monstre abominable, tout poilu des pieds jusqu'à la tête, avec des griffes au bout des doigts, avec des sabots au bout des pieds. Et dès que le monstre est sorti du ventre de sa mère, le père Blaise est entré dans la pièce. Il a attrapé le fils du diable par la peau du cou. Et il l'a rendu à sa mère. Alors elle a regardé cet enfant et elle s'est mise à pleurer. Quand la première larme a touché son front, il s'est transformé. Tous ses poils sont tombés d'un coup. Ses sabots ont disparu, sa queue fourchue s'en est allée. Et c'est depuis ce jour-là que le fils du diable, celui qui devait venir sur terre pour faire le mal absolu, que ce monstre s'est transformé en un charmant petit enfant que désormais tout le monde connaît à travers le monde entier comme le plus grand magicien, l'enchanteur Merlin. Merlin, c'est le fils du diable, il a tous les pouvoirs du diable. Il sait, aujourd'hui, un lac. Et voilà comment Merlin a caché aux yeux des humains le palais de cristal qu'il a construit pour Viviane. Et voilà comment Viviane, à partir de ce jour-là, va gagner un très joli surnom. On va l'appeler la Dame du Lac. Il y a des gens du monde entier qui viennent ici. Les amours de Viviane et de Merlin à Brocéliande sont célèbres depuis le Moyen-Âge. Le lieu de leur rencontre existe toujours, la légendaire fontaine de Barenton. Nous y voilà, John. Au centre de la forêt, à la source des histoires, à la source des légendes, la fontaine de Barenton. Cette fontaine qui fait des bulles alors que son eau est froide comme le marbre. C'est ici que Merlin et Viviane se sont rencontrés, selon la légende. C'est une fontaine qu'on trouve déjà dans les premiers écrits du Moyen-Âge, du XIIe siècle, où on dit que dans la forêt de Bréchéliand, dont les Bretons vont souvent fablant,
c'est-à-dire que les Bretons n'arrêtaient pas de raconter des histoires déjà autour de cette petite fontaine, eh bien on disait déjà qu'on pouvait voir des fées autour de cette fontaine. Et tout part de là. Et cette fontaine, symboliquement, est presque devenue comme une allégorie de la source, mais en termes de source d'inspiration. Tu peux regarder ce que tu fais, John? Bien sûr. Ça me rappelle étrangement quelqu'un. Ah oui, tu penses à qui? Gandalf, Merlin. Ouais, je sais pas encore. Je te dirai quand j'aurai terminé, je crois. Je sais vraiment pas encore. Magicien mystérieux, Gandalf est l'un des personnages principaux des romans de Tolkien. En quoi peut-on le comparer à Merlin? Alors Merlin ou Gandalf? Je me pose souvent la question. J'avoue qu'ils ont autant de points communs que de différences, finalement. Puis, on ne peut pas réduire l'un à l'autre, ni l'inverse. Je passe beaucoup plus de temps à réfléchir sur l'origine de l'image des deux. Oui. Quand on parle, tout le monde a une image, mais d'où elle vient, de quelle époque, comment ça s'est lentement Tu la concrétisé. trouves déjà dans les enluminures du Moyen-Âge, cette image de Merlin. Il y a quand même une image, Oui. il y a quand même des aiguilles, il y a quand Avec même la longue barbe blanche. les cheveux et la longue cape aussi. D'accord. Sauf qu'au Moyen-Âge, ça n'est qu'une des apparences de Merlin. D'accord. Elle ne domine pas encore. C'est Gustave Doré, au Ouais. 19e siècle. 19e, ouais. C'est Walt Disney ensuite qui va l'imposer. Puis il y a aussi cette référence au dieu Odin, qui lui est dans la mythologie scandinave. De revenir près des sources de Tolkien, en me disant qu'un monde si vaste et si élaboré, extraordinaire, avec tant de personnages et de peuples, et notamment de ces petits peuples très mystérieux qu'on nomme des hobbits, je me suis dit, c'est certainement ici en Europe qu'on trouvera beaucoup plus de pistes. En effet, il y a beaucoup de pistes, et beaucoup de sources, et beaucoup de légendes, et beaucoup de mythes. Tolkien s'est beaucoup inspiré des mythes nordiques, des légendes de l'Europe du Nord, germaniques, celtiques aussi. Il n'y a pas qu'une seule source pour le Hobbit, ni pour le Seigneur des Anneaux. D'accord, donc multiples sources, multiples voyages. Donc par où il faut commencer alors? Il était une fois l'enchanteur Merlin, le plus célèbre magicien du monde. Et c'est l'histoire de sa naissance que je vais vous raconter maintenant. Tout commence au plus profond des enfers. Le diable vient de se réveiller et il s'aperçoit qu'il n'y a plus personne. Tous les humains ont disparu. Le diable alors, pour trouver une solution pour que les humains reviennent au plus profond des enfers, décide d'organiser le grand conseil des démons. Et le lendemain matin, on voit arriver et s'asseoir autour de la table tous ceux qu'on appelle les suppôts de Satan. Et le diable leur pose la question suivante. Est-ce que vous avez une solution pour que les humains retrouvent le chemin de la damnation éternelle? Autour de la table, il y a un petit démon qui lève la main. Il fait « Moi, monsieur Satan, j'ai une idée. Quel est notre problème? C'est que Dieu ait envoyé son Fils sur terre, que ce Fils soit descendu jusqu'au plus profond des enfers. Eh bien, vous, Seigneur Satan, prince des ténèbres, dès demain, montez sur la terre. Envoyez votre Fils sur terre. Et lui, il saura nous ramener les hommes. » Le lendemain matin, le diable est monté sur la terre. Il a jeté son dévolu sur deux jeunes filles, deux sœurs jumelles qui croient très fort en Dieu. Et tout doucement, il a commencé à les approcher, à les courtiser, à les suivre dans la rue. Tant et si bien que les deux jeunes filles ont pris peur. Elles sont allées voir leur moine, Blaise, le père Blaise. Et le père Blaise sent bien qu'autour des deux filles se trame un complot diabolique. Alors il leur dit, attention les filles, tous les soirs avant d'aller vous coucher, fermez la porte de votre... Ce qui est, ce qui fut, ce qui sera. Mais tous ces pouvoirs-là, Merlin
tu as décidé de les utiliser pour les mettre au service du bien. Tolkien connaissait bien Merlin, un personnage essentiel de l'imaginaire médiéval. Pourtant, ses origines sont encore plus anciennes. Elles proviennent de la mythologie païenne celtique. Dans le cycle arthurien, le magicien vit dans la forêt de Brocéliande, qui abrite aujourd'hui le château de Compère au bord d'un lac paisible. Mais sous des dehors tranquilles, ces eaux cachent la plus belle légende de Merlin, son histoire d'amour avec la fée Viviane. C'est beau, hein? Qu'est-ce que c'est beau. Ouais, c'est magnifique. Tu veux que je te raconte l'histoire de ce lac? Bah viens si tu veux. Tout commence ici, dans le château que tu vois là-bas. Il y a une fée qui est née là. Et la première nuit de sa naissance, 3 fées marraines sont venues se pencher sur son berceau. La première lui a offert la beauté. La deuxième lui a offert l'intelligence. Et la troisième lui a offert l'amour. L'amour le plus extraordinaire de tous les temps. Mais en échange de tout ça, parce qu'on n'a rien sans rien en ce bas monde, Jamais rien sans. en échange de tout ça, elle resterait prisonnière toute sa vie de la forêt de Brocéliande. Et voilà comment va grandir la fée Viviane dans cette forêt. Pendant ce temps-là, lui, Merlin, un jour il passera par la forêt, il rencontrera cette fée, la fée tombera amoureuse de lui, il tombera amoureux de la fée, et il reviendra la voir au moins une fois par an à Brocéliande. Il reviendra la voir au moins une fois par an, et Viviane voudra connaître toute la magie de Merlin. Elle n'aura de cesse d'apprendre des sortilèges, des enchantements, et Merlin va lui donner. Et voilà comment Merlin est arrivé en forêt de Brocéliande. Un jour, Viviane a demandé à l'enchanteur Merlin de lui faire construire un endroit rien qu'à elle. Elle en avait marre d'être dans son vieux château de pierre rouge là-bas avec son père. Merlin a travaillé toute la nuit en enchantement, en sortilège. Et au petit matin, au premier chant du premier oiseau, quand Viviane a ouvert les volets de sa chambre, elle a vu un autre château qui était juste en bas. Mais celui-là, tout entier, construit dans le cristal le plus pur. Elle était ravie, elle a embrassé Merlin, elle l'a remercié. Elle est allée habiter dans ce château et puis Merlin est reparti conseiller les rois du monde, faire ce qu'il avait à faire à travers le vaste monde. Et l'année d'après, il est revenu. Et quand il est revenu, Viviane était nettement moins contente cette fois-ci. Elle est allée voir Merlin, elle lui a dit « Écoute Merlin, c'est certes très beau un palais de cristal, mais c'est transparent et tout le monde peut voir ce que je peux y faire à l'intérieur. Alors, est-ce que tu ne pourrais pas faire quelque chose pour essayer de le cacher aux yeux des humains ?» Merlin a réfléchi encore une fois. Il a passé toute la nuit en enchantement, en sortilège. Et le lendemain matin, Viviane a ouvert les volets de sa chambre. Et au pied du château de Pierre Rouge, elle a aperçu ce qu'on peut toujours voir